2,21 € le litre en moyenne pour le gazole, 1,99 € pour le SP95 et un peu plus de 2 € pour le SP98 selon les stations. Une fois n'est pas coutume, après la guerre en Ukraine, les prix des carburants à la pompe s'envolent sur fond de conflits internationaux. Les tensions au Moyen-Orient autour de l'Iran font exploser les cours du pétrole, chamboulent son trafic dans le détroit d'Ormuz où transitent plus de 20% de l'or noir mondial et font redouter l'avènement d'un nouveau choc énergétique, révélant une fois de plus notre dépendance aux énergies fossiles et aux pétromonarchies qui les produisent. Et si cette crise était l'occasion pour la France et plus globalement pour l'Europe d'accélérer sa transition énergétique et la décarbonation de son économie? On en parle avec Cédric Rickenbach, conférencier expert climat, carbone, énergie et fondateur de la Fresque du climat, cet atelier qui a sensibilisé plus de 2 millions de personnes dans le monde, dont 1,5 million de personnes en France, aux enjeux climatiques. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnement, air, climat, énergie d'Atmosud. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirons et merci d'avoir accepté de venir décrypter avec nous les enjeux énergétiques qui se cachent derrière les compteurs de prix qui tournent à la hausse quand on fait son plein d'essence ou de diesel. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent essentiellement sous votre casquette de fondateur de la Fresque du climat, ce jeu de cartes ludique et collaboratif qui se déploie depuis 2018 dans le monde sur fond d'intelligence collective pour mieux comprendre les enjeux climatiques, faire émerger des solutions et surtout inciter au passage à l'action. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, est-ce que ce volet de la ressource énergétique, lié elle aussi au dérèglement du climat, est un point qui est mis en avant par les fresqueurs et les fresqueuses, comme on appelle les animateurs de cette fresque du climat? Oui, bien sûr, tout simplement parce que dans les cartes, on voit bien qu'une bonne partie du problème vient des énergies fossiles. On a une carte qui s'appelle émissions de CO2, dans laquelle on voit visuellement qu'une grande partie des émissions de CO2 sont dues aux énergies fossiles et une petite partie à la décarbonation. Et puis par ailleurs, il y a une autre carte qui parle des autres gaz à effet de serre qui, eux, sont autre chose que liés aux énergies fossiles. Mais on le voit très bien et ça permet de comprendre que des secteurs comme l'industrie, le logement et le transport sont générateurs de CO2 à cause de la combustion des énergies fossiles. L'actualité nous plonge dans les tensions internationales et leur impact sur les prix du carburant, ce qui est assez restrictif pour démontrer l'impact plus général. Mais sur le fond, c'est intéressant parce que ces événements viennent révéler des choses sur notre système énergétique. Qu'est-ce que ça vient révéler, justement, cette dépendance aux énergies fossiles que vous venez d'évoquer? C'est exactement ça. On est très dépendant de ces énergies fossiles. L'économie a besoin d'un certain nombre de choses pour fonctionner. Elle a besoin de capital, de travail et d'énergie. Alors longtemps, les économistes, ils ont juste regardé le capital et le travail. Et puis depuis les chocs pétroliers, ils se sont mis à intégrer dans leur modèle économique l'énergie parce que c'est effectivement un des grands facteurs de production du PIB. Et on est très dépendant de ce facteur-là parce que tout simplement, sans énergie, on ne fait pas tourner les machines et il ne se passe pas grand-chose. L'énergie fossile, l'énergie extracorporelle, est bien plus puissante que l'énergie des muscles des humains. Donc, sans énergie, on serait bien en peine de remplacer ça par notre propre énergie. Alors, il y a quand même des alternatives. C'est les énergies non carbonées, c'est le nucléaire, c'est les énergies renouvelables. Mais pour l'instant, le fossile reste majoritaire. Donc, c'est 60% de la consommation énergétique finale de la France qui a recours aux fossiles, donc pour alimenter le transport, le chauffage et l'industrie. Mais quand même, pourquoi on a tant de mal à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, alors qu'on connaît le problème depuis des années, en fait? On a eu les chocs pétroliers des années 70, la guerre en Ukraine, et on recommence. On est justement dans un moment qui va nous amener, j'espère, à réfléchir à ce pourquoi on n'y arrive pas à s'en sortir. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le prix des énergies fossiles augmente. Et c'est désagréable. Ça fait, et quand je dis c'est désagréable, c'est plus que ça fait mal. Ça fait véritablement mal à l'économie. Donc c'est là, dans ces moments-là, qu'on mesure notre dépendance à ces énergies fossiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en passer? Il faut progressivement se déshabituer. Et il y a une façon de faire qui est d'augmenter progressivement le prix, artificiellement. Donc, par exemple, en mettant un prix au carbone, ça permettrait artificiellement d'augmenter le prix pour que progressivement, on aille vers des alternatives. Et quand on se pose la question de faire ça, en général, parce qu'on raisonne à court terme,
on décide de ne pas le faire parce que c'est trop désagréable à court terme. Alors que faire cet exercice d'augmenter progressivement le prix peut avoir des effets sur le long terme, des effets bénéfiques qui sont qu'on va se déshabituer, on va se libérer progressivement de cette dépendance et de manière à ce que par la suite on soit moins sensible. Alors en ce moment, on est dans une situation extrêmement tendue. Le prix du pétrole est très élevé. Et donc, c'est évidemment pas dans ces moments-là qu'on va pouvoir rajouter par-dessus ça un prix du carbone pour souffrir encore plus. Alors ça, c'est évidemment pas le moment. Là, on est en train de gérer le court terme dans l'urgence. Mais c'est justement le moment de se poser la question de comment est-ce qu'on devrait faire en temps normal quand on n'est pas dans ces périodes de crise pour que ces périodes de crise n'arrivent pas à l'avenir. Voilà. Et donc, cette période douloureuse, j'espère, va être une occasion de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que ça ne nous arrive plus à l'avenir. C'est-à-dire que dès que le prix va se mettre à descendre à nouveau, il sera à ce moment-là intelligent de se dire que ce ne serait pas justement le moment de augmenter légèrement le prix du carbone pour que les économies qu'on fait sur le pétrole aillent dans des mécanismes qui permettent de financer la transition. Parce que on pourrait considérer que cette augmentation du prix du pétrole, c'est un peu comme une taxe carbone déguisée. On pourrait considérer ça et ça va avoir un effet sur l'économie. On va essayer de s'organiser autrement, etc. À part que la grande différence, c'est que l'argent, il va pas dans les caisses de l'État, il va dans les caisses des compagnies pétrolières internationales et qu'il va pas du tout servir à financer la transition. Bon, à part que certaines d'entre elles financent aussi des investissements dans d'autres énergies, certes, mais c'est pas au bon niveau. Non. Une taxe carbone, c'est de l'argent qui est prélevé par l'État pour nous faire un petit peu souffrir aujourd'hui à court terme, de manière à ce qu'on investisse dans le long terme, dans les solutions de décarbonation. Et donc, je pense que c'est le bon moment de poser toutes ces questions-là. Et en tout cas, ça va complètement à l'encontre de ce qui se réfléchit aujourd'hui dans les sphères supérieures, à savoir de geler les prix à la pompe, parce que finalement, en fait, ça ne fait que nous maintenir dépendants à ces énergies fossiles avec le signal prix, et plutôt que nous sauver. Alors complètement, essayer artificiellement de bloquer la hausse des prix, c'est une ineptie sur le plan économique. Je vais m'expliquer. En fait, on a un problème potentiel de quantité en réalité, parce que les bateaux, là, ils vont devoir faire le tour de l'Afrique, ils vont mettre un peu de temps à arriver, donc on n'est pas forcément encore en pénurie, on est dans une situation d'inquiétude qui fait que les prix augmentent. Mais si à l'arrivée, on a véritablement des volumes qui baissent, comme ça a été le cas il y a quelques années pour le gaz à la suite de l'attaque de l'Ukraine. Si on est véritablement dans une question de limitation sur les quantités, alors le prix doit impérativement être un outil pour faire la part des choses entre les usages strictement nécessaires, pour lesquels on est prêt à payer plus, et les usages un peu moins nécessaires, pour lesquels, si c'est plus cher, on va juste devoir s'en passer. Si on n'utilise pas le signal prix pour distinguer ces différents usages, alors on passe complètement à côté de l'objectif et on ne résout rien. Parce qu'essayer de bloquer les prix, ça veut dire financer le pouvoir d'achat. L'argent, il sort des caisses de l'État, il va enrichir les fournisseurs de pétrole et donc on a tout faux sur toute la ligne. Donc on a fait l'erreur avec le gaz il y a quelques années. J'ai l'impression qu'on est parti pour ne pas la refaire cette année et je suis plutôt rassuré là-dessus, mais on n'est pas encore à l'abri de décisions bêtes à l'avenir. Espérons-le, parce qu'en tout cas, les estimations de la Commission de régulation de l'énergie, c'est qu'il y aurait une répercussion d'ici l'automne de plus 15% sur le prix du gaz. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis pose la question de fond aussi de la souveraineté énergétique de la France. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on revienne ensemble sur les forces et les faiblesses de notre système énergétique français? Parmi les points forts, qu'est-ce qu'on peut déjà dégager? De ce qui distingue la France des autres pays, c'est surtout son mix électrique. Donc attention, le mix électrique, ce n'est qu'une partie du mix énergétique. Il y a également tout le reste. On chauffe nos maisons avec du gaz, on fait rouler nos voitures avec de l'essence. Mais concernant l'électricité, on a une électricité qui est fortement décarbonée. On a beaucoup de nucléaire, les 3/4 c'est du nucléaire, une bonne partie du reste c'est donc de l'hydroélectricité, et ensuite un petit peu de gaz et quasiment plus de charbon. 95% d'électricité bas carbone, exactement. On est des bons élèves à ce niveau-là. Attention, à nouveau, ce n'est qu'une petite partie. Voilà. Ensuite, pour tout le reste, malheureusement, on continue d'avoir des maisons qui ne sont pas suffisamment bien isolées, qui sont souvent au gaz. Et
Là-dessus, il faut dire une chose, il faut regarder un peu les erreurs du passé. Les réglementations thermiques dans le bâtiment ont fait en sorte de privilégier le gaz sur l'électricité, sans vouloir distribuer des mauvais points. Les partis pris anti-nucléaires en France, un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans ces réglementations thermiques, ont abouti à ça, ont abouti à privilégier le gaz contre l'électricité. Et donc, je pense que c'était une erreur et les choses sont en train de bouger. Maintenant, les réglementations thermiques sont un peu différentes et vont moins privilégier le gaz, heureusement, mais on a perdu quand même pas mal d'années, plus de 10 ans, 15 ans même sur ces sujets-là. Voilà, donc là-dessus, on aurait pu faire mieux. Et puis après, il y a le grand secteur du transport pour lequel on est tous les pays au même niveau. On est extrêmement dépendant du pétrole. On ne sait pas faire autrement. On parle de l'électrique, mais c'est encore très marginal globalement. Le secteur du transport en France comme partout ailleurs est extrêmement dépendant du pétrole. Et ça, il faut que ça change, mais ça va être long. On parlait justement de ce large parc nucléaire qui domine en France et qui avait d'ailleurs été pensé suite au choc pétrolier des années 70 pour essayer en fait d'aller vers la souveraineté énergétique. Est-ce que malgré tout, en prenant du nucléaire, on s'assure cette autonomie entre guillemets, parce que qui dit nucléaire dit aussi uranium et la France a besoin de 8 000 à 9 000 tonnes d'uranium naturel par an pour fabriquer le combustible qui alimente son parc nucléaire, dont 20% vient de Russie. Est-ce que ça risque pas de poser problème à un moment aussi ? Bon, je vais commencer en disant que je ne suis pas un grand expert du sujet, donc je vais vous répéter des choses que j'ai entendues de la part de personnes en qui j'ai plutôt confiance, parce qu'ils, eux, sont des experts du sujet. Donc, deux réponses quand même là-dessus. Une première où, clairement, le nucléaire, c'est pour faire de l'électricité, donc ça ne remplace pas tout. Ça ne remplacera les voitures qu'à condition d'avoir des voitures électriques. Voilà. Donc, attention, on est en train de parler du mix électrique et pas du mix énergétique. Donc la souveraineté, ça s'entend sur l'ensemble des énergies que l'on utilise et pas juste l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, sur notre dépendance au combustible et à l'uranium, j'ai cru comprendre qu'en fait, on est beaucoup moins fragile et sensible à l'approvisionnement sur le nucléaire parce qu'il y a plusieurs endroits dans le monde dans lesquels on peut s'approvisionner, parce qu'on a plusieurs années d'avance, alors que le pétrole, on n'a que 3 mois de réserve, et l'uranium, c'est plutôt plusieurs années. Donc on a moyen de s'en sortir et de réagir, de réajuster nos approvisionnements. Il y a un point aussi à noter, c'est que ça ne représente en termes de valeur qu'une portion assez faible de l'ensemble du coût du nucléaire. Alors ceci dit, quand c'est un élément nécessaire au fonctionnement global, peu importe son prix, on en aura besoin de toute façon. Donc il peut y avoir une vulnérabilité. Puis surtout, au dernier point, pour du plus long terme, les futures générations de réacteurs pourront fonctionner avec tout ce qui constitue les reliquats de l'enrichissement de l'uranium. Et donc là, pour le coup, c'est des quantités très, très importantes qui pourront être mises à contribution pour les futures générations de nucléaire. Mais ça, c'est pas pour du court terme, puisqu'ils ne sont pas opérationnels. On l'a dit, la France mise énormément sur le nucléaire pour assurer son indépendance énergétique. On va avoir en fait une augmentation de l'électrification des usages qui devrait doubler d'ici 2050. La politique, c'est plutôt de miser sur les 18 centrales en place, 57 réacteurs vieillissants dont on souhaite prolonger la durée de vie par période de 10 ans, couplés à 6 nouveaux réacteurs EPR2 et peut-être 8 réacteurs complémentaires éventuels en vue de répondre à ces besoins. Ça me mène à vous poser cette question. Est-ce que décarboner l'économie, ça veut dire électrifier l'économie? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Il y a d'autres façons de faire. Il y a plusieurs façons de décarboner l'économie. Une des façons, c'est ce qui nous vient prioritairement à l'esprit, mais ce n'est pas la seule, c'est en effet d'électrifier. Enfin, en tout cas, c'est de décarboner l'énergie. Donc, ça peut être utiliser des carburants liquides décarbonés, comme les agrocarburants, par exemple, en tout cas, qui sont moins carbonés. Ça peut être passé également à l'électricité. Ça, c'est une façon de faire, mais c'est surtout pas la seule. Et je pense qu'on a très souvent eu tort de limiter le débat à ce point-là uniquement. Parce qu'en réalité, si on y réfléchit bien, consommer moins d'énergie, c'est aussi une façon de décarboner. Bien sûr. Quel que soit le mix qu'on utilise, si on consomme moins d'énergie, on va décarboner. Donc, par exemple, isoler les maisons, c'est une très bonne façon de consommer moins d'énergie et on économisera du gaz. On économisera aussi de l'électricité
dans certains endroits, qui servira à autre chose et qui servira à décarboner d'autres usages. Et également, quand on parle de voitures, de transport, on va parler du passage à l'électrique, mais on peut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie parce qu'on a une conduite économe, parce qu'on est plus nombreux par voiture, donc il y a moins de voitures qui roulent, parce qu'on a mieux rempli les camions et donc il y a moins besoin de camions sur la route, etc. Donc ça aussi, c'est des façons de consommer moins d'énergie et puis aussi, tout simplement, à un moment donné, de baisser les volumes, donc de faire en sorte d'avoir moins besoin de se déplacer, de moins transporter d'objets, etc. Et tout ça fait partie des différentes solutions pour y arriver. Là, on est vraiment en fait dans les actions qui encouragent la sobriété. Exactement, c'est la sobriété. Et c'est d'ailleurs ces actions-là qui devront, avec la modification des usages, ramener, malgré une demande de consommation beaucoup plus accrue en 2050, une baisse de consommation de l'ordre qu'on estime de moins 40%. Alors cette réduction des énergies fossiles, elle vise aussi la diminution des gaz à effet de serre, qui participent activement à l'élévation de la température terrestre et par effet domino impactent la santé humaine et la santé environnementale. L'objectif d'ici 2050, c'est d'approcher évidemment la neutralité carbone, avec la réduction de ces émissions, les économies d'énergie dont on vient de parler et la séquestration carbone via nos forêts et les sols. Les gaz à effet de serre, c'est un thème que vous avez porté plusieurs fois au travers de conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Les gaz à effet de serre, c'est la cause du changement climatique et c'est bien ça le problème. Donc, que ce soit le CO2 ou les autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d'azote, donc le méthane, il vient de l'élevage des vaches, il vient de la culture du riz également, ou des fuites de gaz naturel dans les installations industrielles. Et le protoxyde d'azote qui est majoritairement dû aux engrais aussi. Tous ces gaz à effet de serre sont émis par les activités humaines. Donc, les trois quarts du sujet, c'est le CO2, soit énergie fossile, soit déforestation. Le quart restant, c'est les autres gaz à effet de serre. Et tout ça, ça va avoir comme effet d'augmenter un phénomène qui est à la base naturel, l'effet de serre. L'effet de serre, c'est naturel, c'est ce qui permet d'avoir une planète plutôt confortable, à 15 degrés à peu près. Si on n'avait pas cet effet de serre, il ferait 33 degrés de moins sur Terre, donc on ne serait pas bien. Et donc heureusement que cet effet de serre est là, mais par contre, si on déséquilibre très légèrement ce mécanisme, ça va avoir un effet qui va vite se chiffrer en 1, 2, puis 3 ou plusieurs degrés. Et en fait, ça, c'est catastrophique parce que on a l'impression comme ça que 1 ou 2 degrés en plus, c'est rien. Mais en réalité, ça déstabilise énormément de choses sur Terre, dont le cycle de l'eau. On n'est pas encore à 2 degrés d'augmentation, on est plutôt à presque à 1,5 en moyenne lycée. Et on voit déjà les conséquences. On a en ce moment un hiver doux qui fait que les vignes ont commencé à bourgeonner, les fruitiers également. Et puis là-dessus, un tout petit gel qui est tout à fait normal, et c'est tout à fait dans l'air du temps, normalement, d'avoir un gel à cette période-là. Ce ne serait pas un problème si la végétation n'avait pas déjà bourgeonner partout. Et on est aujourd'hui, on est obligé de faire tout ce qu'on peut pour éviter que ça gèle dans les vignes, parce que sinon, ça peut être catastrophique, ça peut être jusqu'à 30% de rendement en moins, voire plus. Voilà, concrètement, les conséquences du changement climatique. C'est pas juste 1 degré en plus, on se dit, c'est cool, on va enlever un pull. Non, c'est un dérèglement très profond et au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce que ça va donner, on sait juste que ça va être très grave. D'où l'intérêt de sortir au plus vite aussi de ces énergies fossiles qui sont de grandes émettrices des GES. Exactement. Quand vous animez les fresques du climat, est-ce que cette question de dépendance aux énergies fossiles est bien comprise aujourd'hui par les participants et vous avez peut-être des témoignages inspirants sur ces questions ? Consciemment ou inconsciemment, oui, c'est très compris, puisque dès qu'on parle des solutions pour limiter notre dépendance aux énergies fossiles, on voit tout de suite arriver les inconvénients. Donc même si on n'en est pas conscient, instinctivement, on sait répondre que se libérer des énergies fossiles, c'est pas facile parce que non, mais en fait, moi, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ceci, je suis obligé de faire cela, etc. On s'est mis dans une situation très souvent de prisonnier énergétique et on n'a pas d'autre solution que d'utiliser sa voiture, que de chauffer sa maison, etc. Je pense que les gens sont assez conscients de leur dépendance aux énergies fossiles et de la difficulté que ça va être de s'en passer. Mais pour autant, on n'a pas vraiment le choix que de mettre la question sur la table maintenant et de la traiter, et surtout de la traiter sans parti pris. C'est ni bien ni mal d'utiliser les énergies fossiles, c'est juste que ça pose un problème, il va falloir faire autrement. Donc maintenant, sans dogmatisme, sans parti pris, on regarde calmement les solutions qui sont devant nous pour progressivement passer à d'autres énergies, moins consommer d'énergie, et essayer de faire plus avec moins, et tous ces types de solutions. Donc pour répondre à la question centrale de cet épisode, qui était si la crise était l'occasion pour la France d'accélérer sa transition énergétique et la décarbonation de son économie,
C'est oui, c'est non? Et oui, je pense que c'est une véritable occasion de se poser les bonnes questions. Donc, profitons-en, mettons le débat sur la table et n'arrêtons pas d'en débattre jusqu'à ce qu'on ait tous un petit peu mieux compris le sujet. Alors, je vais terminer sur une note et une particularité régionale. La région Sud a la particularité de ne produire aucune source d'énergie d'origine nucléaire. En 2024, elle ne participait qu'à hauteur de 3,5 petits % de la production française d'électricité, ce qui est très faible. Et la première source d'énergie renouvelable est l'hydraulique, 52 %, une source dont le rendement reste très variable puisque directement dépendant des conditions météorologiques comme la sécheresse. Et il faut savoir que nous couvrons seulement 12 % de la consommation énergétique du territoire par la production d'énergie renouvelable. Donc toutes ces informations, vous pouvez bien sûr les retrouver sur l'outil Sigal d'Atmosud via l'adresse internet sigal.atmosud.org où sont publiés notamment tous les bilans de consommation et de production d'énergie en région Sud. Je vous remercie beaucoup, Cédric Riggenbach, de nous avoir apporté votre éclairage au travers de cet épisode sur ces sujets particulièrement sensibles. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, merci de lui laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne Inspirons d'Atmosud si ce n'est pas encore fait, et de le partager autour de vous pour que l'information en santé environnementale qui relève de l'air, du climat et de l'énergie puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via le lien dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve en mai autour d'un nouveau thème pour ouvrir toujours plus grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.